Hello tout le monde. Bonne année en retard. Donc je m'appelle Kotou. Et moi c'est Sarah, et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous l'a demandé. Donc notre idée c'est d'aborder les différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous. Parce que oui, notre vœu le plus cher, c'est bien sûr la paix sur Terre. Amen, amen. Bon les gars, on a pris une énorme pause, mais on avait besoin de dormir. Ouais, vraiment, Hein vraiment. Désolée. Mais nous revoilà, pleine d'énergie, de surprises, de nouveautés avec l'épisode 5 de Preach pour démarrer 2021 en bombe. En bombe bébé. Tout d'abord, on remercie du plus profond de nos cœurs le magnifique et talentueux Hugo qui nous a créé un logo du Turfu. Merci. Vous vous souvenez de l'ancien logo qui était claqué au sol? Celui qui nous a saigné des yeux là. Oui, c'est celui-là. Donc voilà, on a repris les choses en main, excusez-nous. Voilà. On a confié la tâche à Hugo qui a trop géré, qui nous a retravaillé notre visuel en un rien de temps. Donc on vous invite à checker sa page Insta qu'on va mettre en description parce que son travail vaut le détour. Ouais, carrément. Merci Hugo. Et d'ailleurs, entre notre image made by Hugo, notre petite formation comme avec Barbara, on vous promet qu'on va petit à petit continuer à progresser vers le swag. Parce que vraiment, la vérité, on a grave de la chance d'avoir des potes doués. Hein. Doués et patients, surtout. Très Patient, patients. ouais. Voilà. Bon, les gars, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit cadeau pour ce début d'année. Pas ouf, pas ouf ce début d'année. Hein. Vraiment pas. On vous a concocté un épisode spécial d'Ali Ben Salah. Oui. Mais certains nous demanderont, mais c'est qui Dali Ben Salah? Mais qui demande qui est Dali Ben Salah? Je me demande, je trouve ça assez blasphématoire en ce moment, mais c'est pas grave. Enfin bon, soit quoi, nous pouvons répondre avec certitude que c'est l'homme le plus parfait au monde. N'est-ce pas? Ouais, juste après Hugo. Pardon, juste après Hugo, excusez-moi. Hugo, t'es parfait, mais voilà, juste après il y a Dali. Dali. Mais voilà. Bon, pour vous resituer un peu la merveille avec précision, Dali, l'homme qui habite nos rêves toutes les nuits. Sans exagérer, les gars. Vraiment. Effectivement, ouais. Dali, c'est un jeune acteur français de 29 ans, né à Rennes et d'origine algérienne. Il a joué dans un premier court-métrage Salade, tomate, oignon de Jules Talbot, ou Talbot, on sait pas trop. On va sur Talbot, on a dit. Talbot, ouais. Donc en 2015. Et le film est remarqué et sélectionné au Short Film Corner de Cannes la même année, mais la grande révélation de Dali sera en 2017, parce qu'il livre une performance impeccable, incroyable, remarquable, Oh là là. dans le clip Territory de The Blaze, Oh là là. dont nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir dessus. Le clip remporte le... Ce bruit d'incendie, je vais te faire beaucoup cet épisode, je suis désolée. C'est dès qu'on prononce le mot Dali, ça crée un truc chimique chez Kotou, quoi. Et donc le clip Territory a remporté le Grand Prix au Festival international de la créativité de Cannes en 2017. Ensuite, c'est parti pour la gloire, quoi. Dali fait quelques apparitions dans les films, entame parallèlement une carrière au théâtre qui déchire tout, et il joue notamment dans la pièce Pur Présent d'Olivier Pied à Avignon dans le cadre du festival. Sur les écrans, il incarne en 2019 le rôle du protagoniste masculin Fouad dans la série Les Sauvages de Rebecca Zlotowski, dont Kotou va nous parler. En plus de ses talents d'acteur indéniables et de sa carrière en puissance montante, Dali Ben Salah a une plastique mais impeccable. Magnifique. Impeccable. Pour tout vous révéler, nous avons déjà eu ce débat pendant 2 heures pour savoir qui de nous deux était la plus légitime pour l'épouser. On a dit que c'était moi, d'ailleurs. Moi, je crois qu'on n'a jamais trop clôturé ce débat, personnellement. Moi, je t'assure, on l'a clôturé. Je t'assure. Bref, on vous a fait une intro un peu longue, mais il fallait absolument vous situer un peu le personnage pour comprendre la suite. Donc aujourd'hui, nous allons évidemment parler de Dali Ben Salah, mais Kotou, peux-tu nous dire un peu plus précisément les sujets que nous allons aborder, please? Eh bien, chers camarades, aujourd'hui, nous allons nous laisser porter par la carrière de Dali Ben Salah pour vous faire un état des lieux de la représentation des minorités, des émigrés, du sujet brûlant de l'intégration et du mythe du mal du pays. Aujourd'hui, on va donc vous parler de la série Les Sauvages, du dernier film James Bond et du groupe électro The Blaze. Mais avant tout, on commence comme d'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule. C'est parti! Alors, ma Sarah, qu'est-ce qui te chiffonne aujourd'hui? C'est quoi ton coup de gueule? Alors, moi aujourd'hui, j'aimerais interpeller directement Dali Ben Salah. Oh. Voilà, Dali, j'ai un message pour toi. Dali, tu fais quoi là? J'ai pas ton temps, donc tu me passes la bague au doigt. Fais ça. Voilà, cela étant dit, j'ai un autre vrai coup de gueule, c'est que j'ai appris qu'en fait, Dali et moi avions nos anniversaires à 4 jours d'intervalle. Donc on aurait pu faire une petite fiesta ensemble, dans le respect des gestes barrières, évidemment. À l'inverse de tes potes de Rennes qui font des bamboches de 2500 invités. Bamboche. Bamboche. C'est la nouvelle expression de 2021. D'accord, qui veut dire grosse fiesta, quoi. Voilà, écoutez, envoyons-le maintenant. Voilà. C'est parti.
Donc tout ça pour dire que pour janvier 2022, on pourra envoyer les cartons d'invitation ensemble, Oh Dali, my quoi. God. Je compte sur toi. Bon, moi, Sarah, j'ai un coup de cœur Dis-nous tout, Cotou. intense. Alors écoute, pour moi, le coup de cœur d'aujourd'hui se trouve aux minutes très précises. 1 minute 40 et 2 minutes 20 de la bande officielle de James Bond. On peut assister à ces deux moments précis et furtifs à l'éclosion d'un instant, un instant de mode iconique, Sarah. D'accord. Vous pourrez y admirer la chemise magnifique portée par notre fameux Dali Ben Salah. Elle est bleue, violette, avec des motifs fuchsia, noirs, en forme de... Oui, j'ai regardé. C'est précis, Oui, hein. c'est très précis. C'est très précis. Oui, ça a pris du temps pour bien admirer tout ça. Voilà. Cette chemise a un petit effet bomber. Tu sais, bombers. Bombers, mais je Bombers, crois. ok. Ouais. Qui sied parfaitement à la carrure de mon mari. Excusez-moi, ma langue a fourché à notre star du jour. Donc voilà, c'était mon coup de cœur même de ce début d'année, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, Alors, enfin, on va juste ignorer le fait que tu as fait l'amalgame entre Star et Marie. Et puis, on va enchaîner. Ça m'a pas frappé, pardon. Voilà, tu vas nous parler des sauvages, hein. Oui, c'est parti, allez. Alors, notre recommandation culturelle d'aujourd'hui, c'est la série Canal+, Les Sauvages, qui est sortie l'année dernière. C'est un vrai bijou, cette série. Vraiment, on l'a beaucoup aimée. Elle aussi, entre thriller politique, drame social et des fois soap opéra. Elle a été réalisée et coécrite par Rebecca Zlotowski. Je l'ai très bien dit. Tu l'as bien dit, ouais. Merci beaucoup. Et coécrite par Sabri Louata. Ouais, et Rebecca Zlotowski, qui est une réalisatrice française qu'on connaît pour son film Planétarium, et dernièrement, elle a réalisé Une fille facile avec Zaya dans le rôle principal. Exactement, une très jolie surprise ce film, et d'ailleurs même la présence de Zaya. Ouais, super. Et le co-scénariste Sabri Louata est l'auteur qui a écrit les 4 tomes sur lesquels sont basées la série. Le casting est très bon, avec notamment Roche Dizem, Dali Ben Salah, Lina Koudry qu'on a vu dans Papicha, ou encore Shahin Boumedine, l'acteur principal, tu sais, du chef-d'œuvre de Keshish Make to My Love. Qui aura certainement droit à son épisode spécial aussi. Sûrement, c'est pas une question, je pense. Bon, voilà. De quoi parle cette fameuse série? Alors, elle met en scène l'élection d'un président français d'origine kabyle. Nous sommes donc bien dans le domaine de la fiction. Parce que je crois pas que de notre vivant, on verra ça. Ouais, malheureusement, je sais mort. Donc voilà. On y découvre le destin de 2 familles françaises d'origine algérienne, les Nérouches et les Chaouches. Les Nérouches habitent dans la banlieue de Saint-Étienne. Le fils aîné est en prison. Son frère, joué par Dali, est un acteur à succès. Le jeune cousin de 18 ans est perdu et flirte avec l'islamisme. Ouais, on a un peu de tout, quoi. C'est un peu intense, c'est une famille un peu intense, et puis attends, c'est pas fini. Une des filles cache son identité algérienne auprès de ses copains fachos. Le dernier frère, bon, on va s'arrêter là parce que sinon on va spoiler, voilà. Ouais, gardons un peu de surprise. Hein. Voilà, exactement. Et de l'autre côté, on a la famille Chaouche avec le père Ider qui a enseigné l'économie à Rabat pendant 8 ans, sa femme qui est chef d'orchestre, et leur fille unique qui est normalienne et qui dirige la campagne de son père. Donc voilà, c'est une autre ambiance, une autre salle, voilà. Et je vous invite à voir la série pour voir comment le destin de ces 2 familles va s'entremêler. Quel teasing. Merci. Et moi aussi, j'ai adoré la série. Je me permets un tout petit ajout. Mais faites donc. C'est que moi, j'ai adoré le côté hyper contemporain de la série. Ouais. Là, elle soulève plein de questions primordiales, surtout pour notre génération, au niveau de l'identité, par exemple. Et il n'y a aucun sujet qui est évité, tout est assumé et très frontal. J'ai adoré. Absolument. Et c'était vraiment troublant d'assister à l'endoctrinement du jeune de 18 ans. Il est aimé, il est bien entouré, et pourtant cette idéologie rentre dans sa tête, tu vois. Et on voit comment la force de ce discours, c'est qu'il colmate les lacunes du système républicain, auquel il est quand même assez difficile de croire au vu des inégalités sociales et raciales en France. Voilà. Et ça me rappelle le film La désintégration de Philippe Faucon. C'est un film qui était sorti au début des années 2010, vous savez, au moment où il y a beaucoup de jeunes Français, principalement vivant dans les banlieues, qui étaient endoctrinés pour aller faire le djihad en Syrie. Et la désintégration s'intéresse à ce processus. Des jeunes déboussolés, déçus, perdus, qui tombent sur un grand frère charismatique qui les détourne de la vie en société. Et j'ai aussi l'impression, pour revenir à la série, que ces 2 familles personnifient le débat, tu sais, entre intégration et assimilation. Tu peux voir chez les Nérouches une présence très forte de cette culture algérienne dans, bien sûr, la religion, mais aussi les scènes de famille, de fêtes, de bouffe, tu vois. Et chez les Chaouches, pas du tout. C'est pas du tout un reproche, hein, mais voilà, c'est un fait, quoi. Mais d'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'on explique en quoi ces termes sont différents et en quoi donc celui d'assimilation est problématique. Ouais, grave. Alors, c'est pas du tout anodin si le terme d'assimilation est revenu en France à la fin des années 2000, quand les questions identitaires ont ressurgi dans le débat public. C'est un terme issu de la période coloniale.
qui vise à effacer tous les particularismes, à rendre identique, à homogénéiser. On peut notamment citer l'ouvrage Principes de colonisation et de législation coloniale d'Arthur Giraud, qui est un juriste français qu'on vous conseille de lire. Il a été publié en 1894, il y a quelques temps. Mais je trouve qu'il définit très bien comment l'idée de la France était de faire des colonies de véritables départements français et de créer un espèce de continuum culturel entre la métropole et ses colonies. C'est pour ça que assimilation et colonisation sont souvent maintenant considérés comme des synonymes, tu vois. Comme la Révolution française avait officialisé l'idée que les colonies faisaient partie de la France, alors le projet de colonisation est devenu un projet républicain, tu vois. Et c'est comme ça que l'assimilation devient un moyen euphémisé de parler de colonisation, quoi. Ouais, voilà. ok. Et alors qu'aujourd'hui, l'idée que, par exemple, la présence du voile dans le simple espace public soit très très sérieusement, aujourd'hui, débattue à l'Assemblée nationale en 2021, montre qu'on n'en a pas terminé avec les résidus de l'histoire coloniale, tu vois. Et cette proposition a été évidemment amenée par le Front National, mais dernièrement, ce sont deux députés de La République En Marche qui ont déposé un amendement proposant l'interdiction du port du voile dans l'espace public par les mineurs. Donc, c'est pas juste l'apanage de l'extrême droite, quoi. Ouais, ça se répand. Mais d'ailleurs, c'est assez hallucinant, pardon, parce que t'as cette idéologie qui divise, qui détruit, et en fait, donc de l'autre côté, t'as l'idée de l'intégration qui, à l'inverse, permettrait la jonction, le consensus entre les différentes cultures, et qui, du coup, finalement, permettrait à chacun de vivre confortablement. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc oui, dans un monde parfait, et surtout dans un pays multiculturel, on devrait essayer de tendre vers ça, mais bon, gardons la foi, c'est pas grave. Je voulais juste terminer sur le sujet de la diversité en politique, dans le sens ethnique. Depuis Chirac, à peu près 9% du gouvernement appartiendrait à une minorité ethnique. On vous mettra en bio l'article du Monde dans lequel on tient ce chiffre. 9% quand 20% de la population française serait perçue comme non blanche. Donc, il y a quand même un petit souci de sous-représentation. Un gros souci même. Voilà. La plupart du temps, ces postes, les postes que ces minorités occupent sont des secrétariats d'État, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de budget indépendant. Et il a été remarqué aussi que c'était souvent des femmes qui avaient ces postes-là, ce que je salue évidemment dans le principe, mais c'est assez tortueux parce que c'est assez lié aux représentations négatives et anxiogènes des hommes racisés quand il y a qu'il y a cette surreprésentation féminine. Voilà, on a vu dernièrement dans les mouvements politiques concernant les minorités ethniques que ce sont souvent les femmes racisées qui sont au devant, parce qu'il y a aussi l'idée que ces discours seraient perçus comme plus menaçants, comme plus agressifs, s'ils étaient tenus par des hommes perçus comme racisés, quoi. Ça, c'est super intéressant, je pense qu'on pourra en parler un jour dans un sujet d'épisode. Ouais. Enfin bref, voilà, cela étant dit, merci Kotou. On vous conseille vivement cette série. Et on espère que la France se donnera les moyens de produire et de faire de la place pour des futurs Iderchauch. Comme j'ai dit, gardons la foi. Un jour. Alors, on va passer au thème principal de notre épisode aujourd'hui. C'est Sarah qui va nous parler de la représentation de l'arabe et des minorités ethniques dans les films d'action. Aujourd'hui, je vous parle de la représentation des minorités dans les films d'action ou pas forcément d'action en fait. J'ai décidé d'ouvrir un peu plus. Parce que quand même en France, on n'est pas fou sur les films d'action, donc je me suis dit que... Donc non, tout ça part évidemment du prochain James Bond, Mourir peut attendre. Le film tant attendu, dont la sortie... J'en peux plus qu'ils repoussent ce film. Ouais. C'est pas leur faute, évidemment. La sortie a été repoussée à cause du premier confinement, couvre-feu, deuxième confinement, donc bon... Écoute, ça me dérange pas, j'ai hâte de le voir dans les salles avec du popcorn, en mâchant super fort mon popcorn pour déranger tout le monde. Bon, on n'ira pas le voir ensemble. Oui, j'imagine. Donc James Bond, l'espion le plus connu au monde, qui a été interprété par plein d'acteurs différents, et donc dernièrement c'est Daniel Craig, l'acteur quoi. Et donc dans ce prochain James Bond, surprise, Dali Ben Salah est au casting. Donc c'est pas le premier français parce que même dans Y a Léa Seydoux là qui est là depuis un petit moment. Donc bon, ça ne fait pas le même effet. Ça fait pas le même effet. On fera pas d'épisode sur Léa Seydoux. Alors ouais, Dali Ben Salah, bon on n'a pas vu le film évidemment parce que comme vous on l'attend, mais a priori il incarne un méchant. Et l'autre méchant du film c'est Rami Malek. Rami Malek, un acteur américain. Donc, en fait, on s'est fait une petite réflexion en tchatchant avec Kotou, on s'est dit que c'est marrant, souvent dans les films d'action... C'est marrant. C'est marrant, hein. Souvent dans les films d'action américains, les méchants sont rarement américains, et encore moins américains blancs. Non, mais American Sniper, le film avec Bradley Cooper, là, les méchants sont arabes. Dans Mission Impossible, ils sont russes. Dans Iron Man 2,
ils sont russes. Donc en fait, les vilains dans les films d'action américains, ils sont soit arabes, soit russes. Tu vois, bon après, Ouais. bon, c'est évidemment lié à des décennies de représentation négative liées à la guerre froide et au terrorisme islamique, mais c'est abusé quand même. C'est complètement abusé. Vraiment, c'est abusé. Et pour le coup, je trouve que l'exemple de James Bond, il cristallise vraiment ce souci qu'il y a au niveau de la représentation, parce que donc, comme on vous l'a dit, James Bond, enfin comme vous le savez, il est toujours interprété par des acteurs différents, et donc là, qui sera le prochain James Bond? Et il y a eu notamment dans les propositions des acteurs noirs, dont Idris Elba. Bon, ça, vraiment, ça pourra faire mes 3 épisodes. Bon, c'est notre histoire. Et donc Idris Elba avait été proposé pour le rôle, mais finalement il a refusé tellement il a été écœuré par le racisme que ça a suscité. C'était d'une violence. Ouais, donc voilà, les fans s'offusquaient que ce soit un acteur noir qui incarne James Bond. Et pourtant, a priori, le prochain James Bond ne sera pas un homme mais une femme, et ce sera Lashana Lynch, qui est donc une femme, et en plus de ça, qui est noire. Oh, Donc autant vous dire que là, elle se fait déglinguer sévère par le public, quoi. par les trolls, quoi. Mais bon, Ouais. mais après, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de sous-texte aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dérangés par cette idée-là, qui l'expriment pas avec autant de haine, mais qui sont vraiment, sincèrement, dérangés par ça. Ouais, et c'est là qu'en fait, quand on voit toute cette haine, il y a un vrai enjeu, en fait, de pourquoi vouloir autant conserver ce rôle blanc, alors que franchement, dans les faits, ça ne change rien. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un blanc qui jouait le rôle d'un esclave, ou un noir qui jouait un rôle d'un roi de France, où là, je suis très d'accord qu'il y aurait une grosse incohérence, tu vois. Bah après, en France, c'est à peu près la même chose quand même. Dans le cinéma et dans la représentativité, il y a très très peu de diversité. Vous le savez, ça fait faire 4-5 ans qu'il y a ce débat maintenant en France, même si rien n'avance, hein, mais c'est 4-5 ans quand même que ce débat il est assez ouvert. On fait encore moins bien que les Américains. Les minorités n'ont jamais les rôles principaux. Les Noirs ont des rôles de Noirs, les Arabes ont des rôles d'Arabes. Franchement, on n'exagère pas. Non, on vraiment, pas, vraiment. Non, c'est vrai. Les Asiatiques ont des rôles d'Asiatiques. Et les Blancs jouent ce qu'ils veulent. Ouais. Et bon. Ça veut dire que les Asiatiques sont encore plus effacés du panel, quoi. Mais d'ailleurs, en fait, c'est ce qu'avait essayé de montrer Jean-Pascal Zadi. Bon, selon nous, un peu maladroitement, hein, après chacun pense. On pourrait en parler, ça d'ailleurs. Ouais, un jour on fera une petite review dessus. Mais dans Tout Simplement Noir, donc Jean-Pascal Zadi, il incarne un acteur un petit peu. Bon, j'ai pas envie de dire raté, mais qui est un peu passé à côté de sa carrière. Mais par contre. Non, raté, il n'y a pas de. Pas de problème. Mais en tout cas, ce qu'il dénonce dans ce film, c'est qu'à chaque fois qu'il vient passer un casting, c'est pas pour jouer un rôle, c'est pour jouer un noir. Et donc voilà, quand on est noir, on vient pour des rôles de noir. Et pas l'inverse. Et d'ailleurs, moi, j'ai trop envie de vous recommander le film La mort de Danton, d'Alice Diop. Donc, bon, clairement, vous allez avoir droit à une petite critique sur ce film, un de ces 4, parce que c'est un de mes préférés. Où là, en fait, c'est un documentaire où elle suit un comédien noir qui s'appelle Steve Tienche, qui est d'ailleurs dans Les Sauvages. Ah bon? Ouais, il a un petit rôle dedans. Ah, j'avais pas. Ouais. Et donc, en fait, qui est un acteur noir de banlieue, issu d'un milieu populaire, qui, en fait, a une passion qui est le théâtre, et son rôle, c'est de jouer Danton sur scène. Et son prof ne veut pas parce qu'il est noir. Donc voilà, regardez ce film, re-regardez-le si vous l'avez déjà vu, il est trop bien. Bref, en tout cas, pour dire que le problème, en fait, c'est pas le manque de comédiens issus des minorités, ça, il y en a, il y a pas de souci. Ils attendent qu'on leur donne leur opportunité. Mais le problème, c'est l'inaccès, donc, aux opportunités des rôles. Et donc, ces minorités qui sont sous-représentées aujourd'hui, c'est pas nouveau, évidemment, hein, c'est depuis l'existence même du cinéma. Je vais peut-être sur l'inaccès aux opportunités. Bon, gros big up à Viola Davis qui nous écoute. Évidemment. Viola Davis, voilà, How to Get Away with Murder, tout ça. Qui, dans son discours de remerciement, quand elle a eu son Emmy, n'a parlé que de ça. Juste l'accès au casting, l'accès aux opportunités, l'accès à des rôles bien écrits, à des rôles humanisés, à des rôles qui sont pas stéréotypés. Donc voilà, big up parce qu'on sait qu'elle nous écoute, c'est juste pour ça que je me suis permis cette bien sûr. Elle nous l'a dit, on l'a eu au téléphone récemment. J'aime trop ce running gag, désolée. Et donc pendant des années, donc les Arabes, les Noirs n'existaient pas au cinéma, les Asiatiques encore moins. Et ils ont commencé en fait à avoir des petits rôles à partir des années 80. Mais c'est marrant parce qu'en fait les acteurs racisés les plus connus aujourd'hui ont mis énormément de temps avant d'émerger. Enfin je sais pas, pour rapidement comme ça, je pense à Jamel Debbouze qui avait un tout petit rôle dans Amélie Poulain. Et donc aujourd'hui, bon certes il est plus humoriste qu'acteur, mais quand même tout le monde connaît Jamel Debbouze. Ou même, alors là la personnalité préférée des Français, Omar Sy. Franchement, à part le service après-vente, il était pas connu pour beaucoup de choses avant Intouchable, quoi. Je pense que Nos Jours Heureux était même son plus gros rôle avant Intouchable. Il a dû mettre 10-15 ans à exploser. Et tu sais, ce truc de personnalité des préférés des Français, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes racisées qui sont dans ces classements, souvent très haut, tu vois ce que je veux dire. Et beaucoup de gens utilisent cette excuse pour dire que voilà, la question de la représentation n'est plus vraiment un problème en France et tout. Et je tiens à dire quand même qu'en 1900, Chocolat, que Omar Sy avait incarné, était considéré comme la personnalité préférée des Français. Et en 1900, il y avait la colonisation, les gars. Il y avait un racisme déjà installé. Donc non, cet argument, arrêtez, s'il vous plaît. On arrête.
C'est vrai qu'il y a un panel qui est assez établi des acteurs et des actrices. On peut en citer quelques-uns. Pour la représentation des personnes maghrébines, on a Reda Kateb, Roche Dizem, Samir Ghesmi, Ramzi Bedia, Afza Herzi. Ouais. Pour la représentation des personnes noires, Omar Sy, Aïssa Maïga, qui sont principalement les deux que les gens peuvent citer. Mais il y a aussi Lucien Jean-Baptiste qui a beaucoup eu d'expositions avec Première Étoile. Ouais. Thomas Njijol, bon voilà. Pour les personnes asiatiques, honnêtement, il y a Guang Ho dans les révélations César de cette année, mais sinon, c'est qui a joué dans La Nuit Venue. On peut aussi repenser à la représentation des Roms. Des Roms, des Juifs. Enfin, il y a un gros manque, quoi. Ouais, mais voilà. Et d'ailleurs, il y a plus d'hommes que de femmes qui percent. Ouais, voilà, les petites listes qu'on vous a fait, bien évidemment non exhaustives, mais encore une fois, on cite plus d'hommes que de femmes. Ouais. Donc là-dessus, il y a un autre souci. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, ouais. Et ça, c'est vraiment un truc sur lesquels, aux USA, aux États-Unis, il y a la représentativité noire, en tout cas. Ils y sont un petit peu plus vigilants que nous, mais notamment de par leur histoire, quoi. Avec tout cet esclavagisme, la ségrégation, etc. Enfin, finalement, nous, on a une histoire un peu similaire et on y fait moins attention. Oh mon Dieu. Mais par contre, les minorités, elles, arabes, elles sont quasiment inexistantes au cinéma. Mais là, par exemple, on vous a cité Rami Malek, j'en vois peu d'autres. Mais dites-nous si vous avez d'autres noms, mais nous, là... Et Rami Malek, lui, c'est un Américain d'origine égyptienne. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a plusieurs stars qui ont des origines, donc pas maghrébines, mais plutôt, on va dire, orientales, pour faire une espèce de grosse zone géographique, et qui les mettent pas du tout en avant. Je pensais notamment à Shakira. Donc, tout le monde sait que Shakira est colombienne, mais en fait, son père est libanais. Ou Salma Hayek aussi, son père est libanais. Donc en fait, donc voilà, petit aparté, mais et il y a aussi, je voulais aussi faire un petit aparté sur les minorités religieuses qui sont alors là encore plus sous-représentées que les minorités raciales. Et donc la religion la plus répandue qui est le christianisme, alors là, surtout aux États-Unis, il n'y a aucun souci pour en parler tout le temps. Les acteurs le disent, les hommes politiques le disent. Mais par exemple, les acteurs musulmans, il y en a pas, enfin peu, voire pas, à tel point que même on a dû noter que Mahershala Ali, Mahershala, ouais. Ali, qui a été le premier homme musulman à recevoir un Oscar en 2016 pour Moonlight en meilleur second rôle. Donc le fait qu'il faille même le souligner, ça prouve aussi qu'il y a un petit souci. Ouais, un petit souci, quoi. Et donc moi, ce qui me pose énormément de problèmes, je pense que ça te pose problème à toi aussi. Mais tout à fait. Ça te pose problème. Ça me picote. C'est la manière dont les personnes racisées sont introduites au cinéma, et à chaque fois, c'est un peu les mêmes modèles. Donc, première option, la personne racisée est toujours stigmatisée. Donc là, je vais plutôt parler au cinéma français, mais les rôles, c'est toujours ces thématiques, la banlieue, la précarité, donc on a la haine, la squale, mon frère, banlieusard, bande de filles, ou sinon il y a la thématique de la délinquance, un prophète, chouf. Bien évidemment, la banlieue égale la délinquance pour tout le monde, pour tous les scénaristes et tous les auteurs. Et donc, en plus de ça, il travaille effectivement sur les personnages toujours très récurrents du beurre, avec des guillemets, ou du Renoir, qui finalement en fait, ont des connotations péjoratives, ou on les racaillise, si je puis dire, si ce verbe existe. Il existe sûrement. Mais c'est vraiment, on dit pas ça pour embêter ou pour... Non. C'est vraiment un truc qui a été soulevé en France depuis à peu près 2 décennies et qui est vraiment prenant maintenant dans le débat public depuis 4-5 ans. Et je sais que pour certains, peut-être que vous avez l'impression qu'on se répète, mais c'est un vrai souci et il y a vraiment cette homogénéité du noir ou de l'arabe. Il n'y a vraiment pas de diversification des rôles, quoi. C'est flippant quand même. Puis en fait, il y a aussi la thématique du terrorisme, comme on l'a dit. Voilà, en fait, c'est ça, les sauvages, ou le bureau des légendes. Et pourtant, c'est des contenus qu'on adore, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce sont des stigmates qui n'enlèvent rien à la qualité des œuvres. Mais ce sont des stigmates qui existent et qu'il faut souligner. Donc voilà, quoi, le cinéma de fiction, c'est quand même un peu le reflet d'une peur de l'étranger, ou d'une peur, d'une menace, de remplacement, enfin bref, une grosse incapacité aussi à se remettre en question pour le blanc, quoi. Donc voilà, ça c'est la première option quand il y a des personnes racisées à l'écran. La deuxième option, alors là, c'est que les minorités, enfin ces personnes-là minoritaires, bon, pour le coup, on ignore à 200% leur race, quoi. Mais effacement total des origines raciales, l'ethnicité n'est jamais effleurée dans le film, et donc là, oui, il y a des grosses stars, comme dans Taxi avec Samir Nasseri, ou Mission Cléopâtre avec Jamel Debbouze, et donc il n'y a pas de souci, c'est très bien d'avoir ces rôles, mais c'est marrant parce que ce sont toujours des rôles... fantastique, quoi. Je sais pas trop comment dire, avec des rôles qui sont tout à fait d'hommes surréalistes ou d'humains surréalistes. Et qui n'existent pas vraiment. Mais qui n'existent pas, qui sont... En fait, ils peuvent pas regarder des gens normaux, quoi. Et donc, la troisième option aussi, c'est avec ces gens racisés et minoritaires, c'est donc... Ils incarnent des rôles qui sont là pour prouver au monde que le minoritaire est un humain bon,
généreux, dont l'âme est la plus belle et plus pure chose qui existe, et bien sûr plus pure que celle de ses confrères racistes. Et donc aux États-Unis, il y a carrément un mot, une expression qui a été développée qui s'appelle Magical Negro. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le Magical Negro? C'est l'archétype du personnage précarisé, méprisé, noir, pardon, j'ai obligé de le préciser. Précise-le. Ouais, le Magical Negro noir. Et donc ce personnage qui sera injustement traité par la vie, sauvagisé, mais grâce à son caractère patient, sa détermination, sa jovialité, il va permettre aux individus qui l'entourent de changer et de devenir plus tolérants. Amen. Donc voilà, ces personnages noirs qui ont une intuition particulière et sensible, qui viennent en aide aux personnages blancs aigris par la vie. En français, du coup, on a littéralement traduit l'expression par le nègre magique. Et voilà, se range dans ces films Green Book, Intouchable, Sister Act. Encore une fois, on aime ces films, mais il y a des choses à dire dessus, quoi. Et ça véhicule encore une fois des clichés, des stéréotypes. Exactement. Donc la grande question est-ce que une minorité ne peut-elle pas avoir un rôle normal un rôle normal comme un président normal? De la normalité, on veut, tu vois. Ça nous a pas trop réussi. Non, ça a pas réussi. Je peux pas créer de problème, mais ça nous a pas trop réussi. Mais j'aime l'idée. Ouais, l'idée est là, quoi. Mais je vois totalement ce que tu dis par normal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste qu'on le voit pas juste par le prisme de sa couleur, mais que ce soit juste quelqu'un qui évolue. Ça me rappelle, je vais encore citer Viola Davis, je suis désolée, parce qu'elle fait des super discours, mais quand elle avait gagné son Oscar, là, il y a pas longtemps, elle avait dit que ce qu'elle voulait raconter maintenant, c'était la vie des personnes qui s'avèrent être noires, par exemple, mais qui ont des vies. Exactement. Qui ont des vies juste qui vivent, quoi, tu vois. Bah d'ailleurs, moi c'est ça que je veux dire pas normal, je pense. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et pour rebondir, je pense qu'en France, un des seuls auteurs qui le fait, ce qui tend vers ce cinéma réaliste, avec des castings minoritaires, et là pour le coup arabes, c'est Abdelatif Kechiche. Et franchement, moi, c'est le seul là que je peux citer, où dans ces castings, alors ces castings, c'est 90% des arabes, et les personnages ne sont ni mafieux, ni pauvres, ni délinquants, enfin c'est juste des humains normaux qui font la fête, qui mangent, qui rient, qui pleurent, quoi. Il est très fort à ça, vraiment. Ouais. Et les Américains sont plus conscients quand même que les Français quant au manque de diversité. On l'a évidemment vu avec la polémique Oscar So White qui a commencé en 2016. Il y a une réelle volonté de promouvoir des castings divers dans les films, dans les pubs, dans les séries, partout. Et surtout les plateformes qui sont vraiment extrêmement prépondérantes aujourd'hui dans la production, Netflix, Disney+, ils font particulièrement attention, ils y sont extrêmement sensibles. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais que l'Académie des Oscars a instauré de nouvelles règles à partir de 2024, donc le temps que ça se mette en place. Mais pour être éligible à la catégorie meilleur film, il faudra répondre à des critères de diversité à l'écran. Donc attends, je vais te les citer. Donc pour ça, une œuvre devra répondre à au moins l'un de ces points. Premier point, un rôle principal ou un rôle secondaire important provient d'un groupe racial ou ethnique sous-représenté. Deuxième point, au moins 30% des rôles secondaires proviennent de 2 groupes sous-représentés. Et troisième point, l'intrigue principale, le thème ou le récit sont axés sur un groupe sous-représenté. Ah mais ça c'est... Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec l'idée de quotas, tu vois, mais j'ai l'impression que ce sont des mesures correctrices qui peuvent, sur la longue, empêcher quand même on se pose la question. Évidemment que le quota n'est pas l'idéal, voilà. Mais malheureusement c'est un peu la seule alternative qu'on a en ce moment, quoi. Exactement. Bon, la situation française... la situation française... Quand il y avait Oscar So White, il y avait eu un espèce de bruissement en France, mais ça n'avait pas trop pris. Voilà, en 2016, mais ça n'avait pas trop pris, tu vois. Par contre, en 2020, là, ils ont pris cher. La cérémonie, elle était vraiment explosive. En plus, il y avait eu le problème avec Polanski. Donc voilà. Mais par rapport à la sous-représentation des minorités ethniques, il y avait eu totalement un César So White. Et celui-là, il était vraiment prenant. Il a vraiment été médiatisé. Il y a eu une tribune qui était sortie 3 jours avant la cérémonie des Césars avec des signataires super reconnus. Voilà. Et il y a eu le discours d'Aïssa. My God. Non, elle a retourné la salle. Vraiment. Il a été extrêmement critiqué. Il a eu, pour l'instant, on voit pas les effets. Voilà, il a été autant d'impact que ceux de Viola Davis aux États-Unis. Évidemment, parce qu'on n'est pas du tout prêt. Mais après, elle a quand même soulevé vraiment, elle a mis le doigt sur un énorme problème. Elle leur a mis dans la face. Sur le nez, comme ça. Au milieu, comme ça. Ah non, mais d'ailleurs, alors je vais vous citer un article de Valeurs Actuelles que, évidemment, je ne vous encourage pas à lire. Oh mon Dieu. Je ne t'encourage pas à lire que tout. Oh, merci. Mais à tel point que, quand même, voilà, c'est là pour dire qu'elle a mis le doigt sur un truc, parce que t'as Valeurs Actuelles qui rédige un article dont l'intitulé c'est « Au cinéma, la tyrannie des minorités venues d'Amérique ». Mais j'abuse. Voilà. Oh là là. Et d'ailleurs, en plus, dans cet article, que, encore une fois, je ne vous invite pas à lire...
Ils reprennent même un truc qu'avait dit Zemmour sur CNews. Alors attention, je vais vous citer parce que c'est quand même assez ridicule et ça vaut le détour Gros guillemets. pour avoir encore plein d'armes pour se moquer de lui. Mhm. Ils ont un ennemi, l'homme blanc hétérosexuel. Les LGBT, féministes, antiracistes se mettent ensemble pour détruire l'homme blanc occidental. Mhm. Les Oscars veulent détruire le modèle dans la symbolique pour mieux le détruire dans la réalité. Frémissement. Voilà. Oh, J'espère que vous aussi, Eric. le grand remplacement vous fait peur. Non, il y a zéro limite, quoi, Mais jusqu'au le pauvre, cinéma. mais il a vraiment peur en plus, je pense. Hein. Ah, je pense qu'il a vraiment peur. Et encore, nous, là, on vous fait qu'un sujet sur les minorités ethniques et raciales. Mais alors, en plus de ça, oui, il y a les LGBT, il y a les il y a le Il a handicap. tout mis là. Hein, il a... Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de choses qui font peur à Eric. Donc, bref, quoi. Donc, tous les haters comme Eric, haters, on pourrait traduire ça en rageux, vont répondre à ça en disant oui, mais aujourd'hui, on voit peu de minorités, qu'en fait, il y en a pas. Il y en a pas qui sont. Il y a aucune minorité actrice ou acteur, metteur en scène, etc. Ce qui est juste complètement faux, hein, comme on l'a dit un peu avant. Juste, le système est tel qu'on bloque volontairement l'accès et la visibilité aux minorités. Non, mais on va parler de quelque chose de très important. Là, il y a eu les nominations au Golden Globe. C'est une cérémonie qui est un peu l'antichambre des Oscars là, qui sont tombées. Il y a une série, Emily in Paris, c'était sur Netflix qu'elle était sortie, qui racontait le quotidien absolument banal d'une jeune fille découvrant Paris. C'était hyper stéréotypé. Les Français avaient d'ailleurs détesté cette série, qui a été nommée 2 fois au Golden Globes là, de 2021 pour meilleure série comique et musicale et meilleure actrice. Et il y a une autre série qui était sortie sur HBO qui s'appelle I May Destroy You, qui a été créée par Michaela Cole, qui est une actrice, scénariste, productrice incroyable britannique, qui parle de la thématique extrêmement prenante du viol et qui a été complètement ignorée. Et c'est-à-dire que cet oubli, enfin cet oubli, je sais pas si c'était un oubli, mais il a fait sursauter énormément de personnes. Et voilà, ça rejoint ton idée que ces scénaristes sont là, ces acteurs sont là, ces réalisateurs sont là, mais on leur donne pas la même visibilité, tout simplement. Ouais, et on est en 2021. Et c'est-à-dire quand même, aux États-Unis, c'est un débat qui est encore plus prenant, mais ça ne rentre pas. Donc, mais tu sais qu'à tel point qu'il y a une des scénaristes de Emily's in Paris qui a dit que ce n'était pas normal que Emily Destroy You n'ait rien eu par rapport à Emily in Paris, quoi. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, on t'aime, Michaela. On t'aime, on te soutient. On sait que tu nous écoutes. Et voilà, elle nous écoute aussi. Et oui, voilà, tout simplement, au sein des minorités, il y a énormément de talents qui attendent simplement qu'on leur donne une chance. Et en France, c'est même très flagrant parce qu'il y a des écoles et des associations qui existent depuis quelques années. Par exemple, je pense à Mille Visages. Donc là, c'est une école, une école de théâtre pour former des comédiens qui n'ont pas forcément les mêmes chances et qui viennent de milieux peut-être plus populaires, mais qui n'ont pas eu des parcours tout tracés par les formations classiques pour faire du théâtre, par exemple. Même l'école Courtrajmé de l'Adjli, bon là c'est plutôt au niveau des métiers de technicien du cinéma et d'auteur, mais encore une fois, c'est pour aussi donner une porte, ouvrir la porte et donner une chance. C'est pour donner une porte aussi à... Tiens. Je crois que c'était ses intentions à l'Adjli, donner des portes. Donc, ouvrir la porte à des personnes moins favorisées par leur environnement culturel, à des métiers du cinéma, ou même le collectif 50-50, qui là fait beaucoup plus attention aussi aux questions de parité, et d'ailleurs qui met en lien des productions avec ces associations ou ces écoles, quoi. Donc voilà, même le fait que ce genre d'établissement existe témoigne clairement en fait d'un besoin de donner accès à des sphères du secteur qui sont pour l'instant fermées aux minorités. D'où l'importance de donner les portes. Ce running gag va durer encore longtemps, c'est bon, j'arrête. Voilà quoi, donc tout simplement, pour conclure, on a du chemin à faire, hein, Cotou. Wow. Et on remarque quand même, allez, on va pas faire les rageuses jusqu'au bout, mais on remarque qu'il y a une légère attention à coloriser, avec des guillemets, les rôles dans les contenus français, mais c'est quand même très très rare, c'est assez marginal, et c'est souvent dans les séries Netflix, qui sont en fait Netflix ou Disney+, qui sont évidemment managés par des directives américaines. Donc comme on a pu voir Lupin, très récemment, qui est sorti avec l'acteur principal, Omar Sy. C'est une représentation qui fait très plaisir, hein, mais on attend aussi les femmes noires dans ce genre de... On a remarqué l'absence, voilà. Mais bravo quand même, on est content. Fallait que je gâche ça aussi, désolée. J'étais obligée, ça m'a piqué. Voilà, moi j'ai terminé avec ma petite Merci beaucoup, c'était super intéressant. Donc maintenant on va parler de The Blaze. C'est où, c'est comment, c'est pourquoi. Alors, The Blaze, c'est un groupe électronique français composé de 2 cousins, Jonathan et Guillaume Alric. Ils sont très très complémentaires puisque l'un a une formation visuelle et l'autre musicale, tu vois. Et ils sont
incroyable. Vraiment, big up à eux, surtout qu'on sait qu'ils nous écoutent. Comme tout le monde. Bah, Comme voilà. tout le monde. Ils sont principalement connus pour leur clip Sublimissime, dont on va parler, mais je voulais juste d'abord discuter un peu de leur musique. Ouais, c'est vrai que le visuel, en fait, fait vraiment partie intégrante de leur musique. Hein. Ouais, super important. Enfin, tu peux pas parler de la musique sans parler de leur clip, quoi. Ouais, exactement. Et donc, leur clip, il y a toujours un travail riche, précis, impressionnant. Mais bon, on va aussi parler de leur musique. Exactement. Alors moi qui suis pas trop électro, ça c'est plus le dada de Sarah, si vous voulez savoir, je dois dire que j'adore ce qu'ils font, c'est de l'électro house avec une belle influence soul. Et j'ai appris que la voix grave qu'on entend chanter dans leur son, c'est leur voix. Ah, ça je savais pas. Ouais, c'est leur voix. Et en fait, ils utilisent de l'autotune et ça donne ce son très distinctif. Alors, ils ont explosé en 2017 avec leur son et leur clip viril, qu'on vous conseille totalement d'aller voir. Leurs visuels mettent souvent en scène des hommes jeunes, évoluant dans un milieu urbain et vivant, mais à fond. C'est-à-dire qu'ils sont souvent représentés en train de faire la fête avec leurs potes, avec leur famille. C'est très organique, c'est vraiment une explosion d'émotions, ça. Ah, c'est bien dit. Qui donne envie de vivre pleinement. Explose. Ça explose. Donc voilà, on en arrive donc à Territory, leur deuxième clip qui va les faire exploser littéralement mondialement. Ouais, le clip a eu plus de 50 millions de vues aujourd'hui. Voilà, et c'est pas étonnant, c'est un des sans exagérer, c'est un des plus beaux que j'ai vu de toute ma vie. Mais moi je pense qu'il y a 10 millions, c'est juste moi. C'est possible. Donc ce clip se déroule à Alger et met en scène un jeune homme. Un beau jeune homme revenant chez lui, sûrement après être parti, comme on dit, à l'aventure, c'est-à-dire après avoir émigré. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il est vraiment trop rare qu'on montre les personnes immigrées comme des personnes ayant aussi une vie. Tu sais ? C'est vrai que c'est marrant, t'es pas que immigré dans ta vie. Ouais, c'est bizarre. Ayant une vie, ayant une famille, ayant une maison, des amis, des lieux préférés, ou juste faisant la fête, tu vois. Et leur représentation est souvent ancrée dans des récits traumatiques et ça fait plaisir de les voir maîtres d'eux dans un environnement familier. Ouais, c'est touchant et c'est vrai qu'en fait, vraiment, c'est nécessaire, quoi. Il faut diversifier la représentation de l'expérience qu'est l'immigration. Après, le trauma reste un des fléaux de l'expérience des migrants. Hein, et voilà, il y a différents types de migration aussi, là-dessus, on le reconnaît. Totalement, bien sûr, et c'est d'ailleurs l'angle que j'ai choisi, hein, parce que dans ce clip, on ressent toute l'émotion du personnage à retrouver son chez lui, et l'intensité de tout ça rappelle à quel point l'émigration a un réel coût psychologique, tu vois. Bon, après, cette gestion horrifique de l'immigration est le fait de notre histoire contemporaine. Voilà ce qu'on voit tous les jours en France. Voilà, hein, big up à... Qu'est-ce qui s'était passé sur la place de la République? C'était... Ah bah, ils se sont fait expulser et dégommer par des flics. Voilà, enfin bon. Enfin, ça, c'était des immigrés, ouais, sans papier, etc. C'est une gestion horrifique de l'immigration qui est le fait de notre histoire contemporaine, mais le mal-être lié à l'émigration n'est pas nouveau. Ouais. Il n'est pas nouveau du tout. Il y a toute une littérature, tout un mythe autour de ce qu'on appelle le mal du pays. Dans beaucoup de cultures, il en est fait mention de ce mal-être. Et le mal du pays, enfin, quand t'es déprimé d'être loin de chez toi, quoi. Exactement. Et c'est le retour de la time machine, ça. Non, c'est le retour de la... On avait tenu jusque-là sans qu'elle apparaisse. Je sais que t'as dans la time machine. Prends ma main. On monte dedans et on débarque en Alsace, meuf. Au XVIIe siècle, on tombe sur un médecin alsacien ayant observé des symptômes physiques proches de la mélancolie, qui était une façon de désigner la dépression à l'époque. Il avait face à lui des mercenaires suisses qui souffraient de fièvre et de maux de ventre, et c'était une maladie qui ne touchait mystérieusement que eux dans la région. Et le médecin en a déduit qu'il souffrait de nostalgie, qu'il a traduit par le thème Heimweh. Heimweh. Désolée. Je suis pas sûre que ce soit la prononciation. Je crois non plus. Désolé. Oula. Si quelqu'un veut, n'hésitez pas à réagir sur la prononciation. Hein. Ouais, pour toutes les personnes qui parlent alsacien. Heimweh qui désigne ce qu'on appelle le mal du pays. Tu vois. Et ce mythe est né ensuite, mais il y a eu différents noms selon les époques et les pays. On le retrouve par exemple dans l'Odyssée d'Homère, où on suit Ulysse qui rêve seulement de retrouver ses terres. En Espagne, on parle de Morina, appréciez mon roulement de R quand même, ou au Portugal, de Saudade. Ah, mais c'est comme la chanson de Césaria Évora, non? Eh oui, Saudade. Pour revenir au clip, je pense que c'est pour ça qu'il a eu un tel succès et qu'il provoque une telle émotion. Le mal du pays, c'est un sentiment universel et le voir retrouver son chez-soi, c'est très émouvant. Le voir torse nu aussi sur les toits de l'AG, c'est très émouvant aussi. Ouais, mais bon, là n'est pas la question, quoi, tout. Malheureusement, c'est pas la question. Malheureusement. Il va se prendre pour des psychopathes, meuf. On l'aura mérité. Ouais, on mérite pas mieux, c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour cette petite analyse, Kotou, et gros big up aux abdos de Dali. Yes.
Bah là, on touche malheureusement à la fin de l'émission. Oh. Donc, what time is it, Cotou? Summertime. Bah non, il fait même moins 8000 et il y a des flocons dehors. D'accord. Communion time. Yes! C'est l'heure de jeter dans l'univers nos vœux pour qu'ils se réalisent. C'est parti pour la communion! Moi, mon vœu, c'est que Gombo Yaya ouvre le dimanche. Mais dis-leur ce que c'est Gombo Yaya. Gombo Yaya, alors mais c'est la 8ème merveille du monde, je sais plus 8ème ou 9ème, je sais. Et donc ce sont des burgers de poulet frit dans des gaufres avec du petit coleslaw et du cheddar fondu, accompagné, que évidemment on mange avec du sirop d'érable par-dessus, accompagné de frites et de la fameuse sauce mango curry. Tu te souviens, on en avait parlé dans le premier épisode. Mais tu l'as offert à mon anniversaire. Je te l'ai offert et c'est la sauce qu'on ne trouve que chez Leclerc, qui n'est toujours pas arrivée chez Monoprix. C'est scandaleux. Voilà. Donc Gombo Yaya est fermé le dimanche et ça nous a pas mal attristé la semaine dernière avec Cotou justement. Donc on prie. J'espère qu'on entendra ce vœu parce que... Moi, le mien meuf, que la petite que je garde en babysitting accepte de mettre ses bottes quand je la récupère à la crèche. C'est un vrai problème. Non mais c'est un vrai Elle problème. est pieds nus ou c'est comment? Mais elle y va chaussettes pieds nus. Moi, t'imagines traverser tout Paris, enfin pas tout Paris non plus, mais voilà, de la maternelle à la primaire, avec une enfant en chaussettes. Non mais franchement... Mais en plus il fait 4 degrés là. Non mais vraiment, c'est une catastrophe. S'il te plaît, écoute ce que je demande. Preach. Oh, voilà. Moi, mon deuxième vœu, c'est que ma fibre SFR fonctionne. SFR, si vous nous écoutez. Non mais ça c'est grave. Ça, c'est très grave. Les gens qui me connaissent savent le malheur dans lequel je vis depuis plusieurs mois. Donc voilà, SFR, si tu m'entends, sache que je ne suis pas satisfaite de ton réseau. Pardon d'envoyer vos sondages par SMS là qui nous agressent, on nous dit qu'on n'est pas content. Voilà. Donnez-moi la fibre. Moi, ça va, j'ai un gros problème. Que les pigeons de tout Paris arrêtent de se poser au rebord de ma fenêtre. Se réveiller avec des roucoulements, c'est une angoisse. C'est une angoisse. Arrêtez de choisir. En plus, spécifiquement, ma fenêtre a un gala spécial. Pas chez tes voisins. Mais pas vraiment, non. C'est vraiment moi, quoi. Peut-être que, je sais pas, tu le nettoies avec un truc, une odeur que les pigeons aiment. Je sais pas. En tout cas, arrêtez de marceler les pigeons, s'il vous plaît. Je vous ai rien fait. Ouais, ok. Bon ben... Merci beaucoup, hein. Ouais, merci pour cette communion, merci de nous avoir écoutés, et puis... Merci surtout une certaine personne de nous avoir écoutés, parce qu'on sait qu'elle nous écoute. Forcément, elle nous écoute, hein, comme... Bah, je pense qu'elle est... Dali est avec la Davis en ce moment même. Et oui, nous évidemment, écoute auprès de la cheminée. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois. On essaie d'être plus... Ouais, on va pas attendre 2 mois, je pense que le prochain... Pas 2 mois, non, pas 2 mois. Pas 2 dans mois. 3 semaines. Promis. En tout cas, merci beaucoup, comme d'habitude, de nous suivre. N'hésitez pas à suivre notre page Insta. Et voilà, merci pour la force. Hein. Ouais, et envoyez-nous des messages, réagissez, Insta, mail, tout ce que vous voulez. Ouais, quoi. pigeon voyageur, tout. Pas pigeon, pas pigeon. Bah, pigeon voyageur qui rentre directement chez Cotou, ouais. Merci, bisous. Bisous.